Ok. Ben, bonsoir et merci de cette invitation à parler d'un sujet qui est peut-être moins scientifique, mais qui n'est pas moins conflictuel et peut-être tout aussi délicat. Je précise toutefois d'ailleurs que par effondrement, je ne vais pas parler de l'effondrement démographique, mais bien de ce en quoi les problèmes démographiques et l'explosion qu'on connaît, parce que l'effondrement démographique ne semble pas à l'ordre du jour, c'est le contraire, en quoi l'explosion démographique qu'on connaît peut conduire justement, peut-être un facteur déclenchant l'effondrement. Il va générer en fait un certain nombre de problèmes sur tous les sujets qu'on a déjà vus, sur la biodiversité par la consommation des espaces et également sur le climat par le fait que quand il y a plus de monde, il y aura plus de consommation d'une façon ou d'une autre et donc nous tendrons également à émettre plus d'effets de serre. C'est en cela que le problème démographique est un petit peu à la croisée des chemins et devient un facteur déterminant. Alors, je vais vous dire peut-être juste un petit mot de présentation. Moi, je représente l'association Démographie Responsable. C'est une association écologiste, c'est comme ça que nous nous définissons, qui a pour objet de faire en sorte que la question démographique, qui est, je ne sais pas, on doit dire tabou, interdite, laissée de côté, ait désormais toute sa place dans l'ensemble des débats sur l'écologie, parce qu'on trouve vraiment que ça c'est une question absolument incroyable. Vous savez que la démographie n'a pas été du tout évoquée lors des dernières conférences sur le climat, les fameuses COP, et ça reste un sujet absolument extrêmement délicat à aborder. Je ne crois pas qu'il y ait un sujet pour lequel il y a un tel décalage entre l'importance qu'il a pour notre avenir, pour l'avenir de l'humanité, et le silence qui est fait. C'est absolument incroyable. On vous parle de trier vos déchets, de remplacer votre voiture par une voiture un tout petit peu moins polluante, et on ne vous parle pas du nombre des hommes, alors que le nombre des hommes a conduit à des modifications complètes. J'ai mis en fond, et ça va y rester longtemps, un élément de notre croissance démographique. D'une certaine façon, presque tout est dit dans une conférence sur la démographie. C'est-à-dire que là, on veut parler de l'effondrement. Qu'est-ce qui nous préserve au fond d'un effondrement? C'est une situation durable, c'est une situation stable, c'est une situation qui ne présente pas des variations extrêmement brusques. Ce dessin, ce n'est rien d'autre que l'expression d'une variation extrêmement brusque, extrêmement violente. Vous le voyez là, l'échelle c'est sur 10 000 ans, donc c'est depuis le début de la révolution néolithique. Nous sommes passés sur la planète de presque rien à quelque chose d'absolument exceptionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, nous sommes aujourd'hui habitués à des chiffres de quelques milliards. Pour ceux qui sont nés il y a un certain temps, on était 3 milliards à leur naissance, voire 2 milliards pour les plus âgés d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes en 5, 6, 7 et nous ferons 8 milliards dans très peu de temps. Ça nous paraît la référence naturelle. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que c'est une référence tout à fait exceptionnelle et qu'on connaît aujourd'hui un pic. On est en fait, dans l'histoire de l'humanité et même de la vie sur la Terre, parce que jamais une espèce de 60 kilos n'a été représentée à autant de milliards d'individus, hein. Les grands animaux sont effectivement assez peu nombreux en général, eh bien on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et cette situation exceptionnelle, par sa nature même d'exception, par son caractère de pic, induit assez naturellement un risque sérieux d'effondrement. Je vous ferai d'abord un rappel des données de l'histoire de notre démographie pour montrer comment ça a évolué et quelles ont été les variations. Nous parlerons ensuite de la façon dont c'est important, en quoi ça pèse sur les autres équilibres et en quoi donc, pour rejoindre le thème d'aujourd'hui, ça peut conduire à l'effondrement. On dira peut-être un mot, si on a le temps également, de pourquoi c'est tabou. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était interdit, tabou, mais on en parle peu dans les partis politiques. On en parle peu même dans les mouvements écologistes en général. Et pour tout vous dire, il y a encore quelques jours, notre association était présente sur un salon écologiste, le salon Marjolaine. Elle a été présente sur d'autres salons. Je peux vous dire que nous sommes le seul mouvement en France à évoquer la question. Le seul. Alors un petit mot d'abord sur les chiffres de nos effectifs sur la planète. J'ai dit qu'on est dans une situation exceptionnelle. Si je fais remonter l'histoire de l'humanité à 30 000 ans, je choisis arbitrairement 30 000 ans, on pourrait aller plus loin, mais 30 000, 35 000 ans, c'est à peu près l'époque où notre espèce, l'Homo sapiens,
est devenue la seule représentante de notre genre. Il y a eu beaucoup d'autres espèces, à partir des descendants d'Homo erectus, il y a eu des hommes de Néandertal, il y a eu l'homme de la Denisova, il y a eu peut-être, on ne sait pas encore bien son statut, les petits hommes de Flores, mais en tout cas, depuis 30-35 000 ans, il y a une seule espèce, c'est-à-dire que nous sommes tous interféconds. Je me laisse la question des définitions de race de côté, c'est autre chose, mais l'espèce, il n'y en a plus qu'une, donc remontons à cette époque-là. Il y a 30 000 à 10 000 ans, on va faire cette période-là. Combien étions-nous sur la planète? Alors évidemment, l'INEP et l'INSEE n'étaient pas encore là, mais en gros, ça a varié, quelques dizaines de milliers, à certaines périodes de crise, semble-t-il, quelques centaines de milliers la plupart du temps, et à la fin de la période, quelques millions. On peut penser qu'à la fin de cette période, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, nous étions à peu près 5 millions sur la planète. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est 5 milliards, j'arrondis, hein. Ça veut dire qu'on était une personne sur 1000 par rapport à aujourd'hui. La situation présente, c'est être 1000 fois plus. Vous imaginez une foule de 1000 personnes qui se réduit à une personne. Donc nous sommes sur deux mondes différents. Et c'est ça d'abord qu'il faut bien avoir en tête. On est sur deux mondes différents. Et l'essentiel de l'histoire de l'humanité, ce qui a permis sa préservation, ce qui a permis sa durabilité, c'est justement la coexistence d'effectifs tout petits, en tout cas tout petits par rapport à ceux que nous connaissons aujourd'hui, et d'effectifs relativement stables. Quand je vous dis qu'on était 5 millions, alors là, vous avez des spécialistes de la biodiversité qui parleront mieux que moi, mais j'ai cru comprendre que les grands prédateurs étaient rarement sur la Terre, par exemple les grands félins, qui sont un peu emblématiques, étaient rarement dans l'histoire de la vie sur Terre, plus de quelques millions, peut-être 5 millions, peut-être 10 millions. Et vous voyez, et on était pareil, parce qu'au fond, on est un grand prédateur. C'est il y a 10 à 12 000 ans, quand a commencé ce qu'on a appelé la révolution néolithique, qu'il y a eu une divergence et où on s'est séparé des règles de la nature. La révolution néolithique, on la présente souvent comme la mise en place de l'agriculture et de l'élevage, c'est juste, mais plus généralement, c'est le fait qu'à cause de cette mise en place, l'humanité devient organisatrice des territoires. Ça, c'est une chose que jamais une autre espèce animale a fait, en tout cas à cette échelle, jamais. On devient organisateur des territoires, et cette organisation nous donne un accès aux ressources et une sécurité plus importante, et va conduire à une augmentation progressive de nos effectifs. Cette révolution néolithique, elle a eu lieu, alors je la fixe il y a 12 000 ans avant le présent, selon les endroits, elle s'est placée un petit peu plus tard, mais disons qu'il y a 12 000 ans, on était 5 à 10 millions, on ne sait pas exactement, mais c'est l'ordre de grandeur, et à la fin de la période, telle que je vais la découper, disons à l'époque de Jésus-Christ, nous étions environ 200 à 200 millions sur la planète. Alors vous voyez que ce sont déjà des effectifs tout petits par rapport à ceux d'aujourd'hui, mais absolument énormes par rapport à ceux d'un équilibre écologique dans lequel l'homme était d'un simple statut de prédateur. À la préhistoire, on était prédateur. Alors, selon le triptyque habituel, on cueillait, on pêchait, on chassait, mais on n'organisait pas les territoires. Le passage du stade de prédateur au stade d'organisateur nous a fait multiplier nos effectifs environ par 20 en environ une dizaine de milliers d'années. J'aime bien ensuite m'arrêter à l'époque de Jésus-Christ pour la raison suivante. D'abord, c'est symbolique, c'est le début de notre ère. C'est aussi le début des sociétés centralisées avec Rome qui est assez typique, avec une grande ville et puis le reste du territoire qui s'occupe de l'approvisionner. C'est aussi symboliquement la période qu'on associe à la fameuse phrase que vous avez tous entendue, qui est la phrase croissez et multipliez, qui semble, comment dire, être à la base de beaucoup des règles de nos sociétés. C'est un peu une tricherie parce qu'en réalité cette phrase « croissez, multipliez » ne date pas de l'époque de Jésus-Christ, elle date de la Genèse. Elle a donc été écrite il y a 400 à 600 ans avant Jésus-Christ. Et elle est intéressante parce qu'elle a été écrite dans un monde de 150 millions d'habitants. Et quelque part, elle nous sert encore de règle, alors pas seulement sur le plan démographique, mais également sur le plan économique, dans un monde de 8 milliards d'habitants. Enfin, je prends 3-4 années d'avance. Et peut-être qu'un de nos problèmes, c'est de maintenir des règles anciennes et fixées sur un autre monde dans un monde actuel. Alors, quelle a été l'histoire de l'humanité? Vous la suivez sur le graphique derrière, à peu près stable, semble-t-il, jusqu'à peu près l'an 900, l'an 1000. On n'est pas absolument sûr, et puis on est surtout centré sur l'Europe, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé partout dans le monde, mais en gros, l'humanité est restée entre 200 et 300 millions d'habitants jusqu'à l'an 900. Puis ça a monté doucement, notamment avec un certain progrès de l'hygiène et de la richesse économique. Notons que cette période a quand même été marquée par une chose importante, du moins chez nous, qui est l'effondrement de l'Empire romain. Alors je ne sais pas si ça doit être
un exemple pour savoir ce qui va se passer demain. Je suis toujours assez prudent sur les exemples. On n'est jamais dans les mêmes situations. L'Empire romain était probablement plus résilient que nous parce qu'il ne s'est quand même pas non plus effondré en 5 minutes. Il était moins dépendant au réseau d'alimentation. Nous, il est dépendant d'absolument une quantité de réseaux, dont le réseau électrique en premier lieu. Et puis d'autre part, l'Empire romain n'était pas mondial, alors que nous sommes plutôt dans une société mondiale. Mais enfin, c'est un premier exemple d'effondrement qu'on peut retenir. Ensuite, de l'an 900 à 1800, disons, à la révolution industrielle, on a une croissance très lente par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même très importante par rapport à la précédente. On est passé de 300 millions d'habitants, en gros, à 1 milliard d'habitants en 1800. Ça s'est en particulier accéléré à peu près à partir des années 1500. Là aussi, c'est produit à une chose assez étonnante, en tout cas qui est assez rare, c'est une baisse de la population mondiale. Une fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une baisse de la population mondiale suite à la grande épidémie de peste des années aux alentours de 1340. Voilà. On a eu à ce moment-là, alors c'est difficile à dire, en France elle a été importante, hein, on parle parfois d'un tiers de la population et dans certaines régions beaucoup plus, mais sur le monde, bon, je ne sais pas trop et on ne sait pas trop en réalité, mais la plupart des estimations tournent autour de 10% de la population mondiale qui a baissé. Ça ne s'est jamais reproduit après, hein. Donc c'est un exemple. Alors, à partir des années 1800, où on a atteint ce fameux premier milliard, il y a eu une augmentation beaucoup plus forte, puisque jusqu'à 1900, on est passé de 1 milliard à 1 milliard 600 millions d'habitants en 1900. On a gagné 600 millions d'habitants en un siècle. C'est une explosion par rapport à ce qui se passait précédemment, et c'est d'une lenteur d'escargot par rapport à ce qu'on connaît actuellement, où on gagne 1 milliard en 11 ans. Vous voyez comment les choses sur l'étape suivante ont été encore plus violentes. Donc voilà, 1800, 1 milliard, 1930, 2 milliards, 1960, 3 milliards, 1974, 4 milliards, 1985, 86, 5 milliards, 99, 2000, 6 milliards, 2011, on a atteint le 7 milliardième, et le 8 milliardième, il sera atteint en 2022 à peu près. Donc on a mis 30 000 ans pour atteindre le premier milliard, on a mis 130 ans pour atteindre le deuxième milliard, et on met aujourd'hui 11 ans pour atteindre 1 milliard supplémentaire. Une personne de 90-92 ans aujourd'hui a eu le privilège, je le mets entre guillemets, le privilège de voir la population multipliée par 4 au cours de sa vie. Alors autant dire que c'est jamais arrivé. Ça n'arrivera plus non plus d'ailleurs, mais enfin, c'est jamais arrivé. Et heureusement, parce que ça conduirait à 88 à 32 milliards d'habitants. C'est d'ailleurs un peu le testament de Claude Lévi-Strauss. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Claude Lévi-Strauss s'est beaucoup exprimé sur la démographie, et il a dit ça, il a dit qu'il était effrayé évidemment par la croissance du nombre, et rappelé qu'entre le début et la fin de sa vie, il y avait une telle croissance. Alors cette croissance n'est pas toujours perçue, et là, je peux en vouloir parfois un peu aux démographes qui tentent de minimiser les choses en nous disant non mais ça baisse. Ça baisse parce que le taux de croissance maximum a été atteint aux alentours de 1965, entre 1960 et 1970. Il a été de 2,1%, et aujourd'hui le taux de croissance annuel il est de 1,15%. Donc on se dit ça baisse. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir reçu la médaille Fields pour comprendre que quand un taux plus faible s'applique à une population plus grande, en réalité, il peut très bien conduire à une augmentation concrète du nombre d'humains plus importante. Et c'est ce qui se passe. Entre 60 et 70, on a gagné 700 millions d'habitants, avec le taux maximum. On a gagné 700 millions d'habitants, 70 millions d'habitants par an. Donc, aujourd'hui, alors qu'on nous dit que ça s'améliore, on en gagne entre 80 et 90 millions selon les estimations. Donc, en réalité, en nombre, la croissance de la démographie est beaucoup plus forte. Elle n'est pas maximum, elle a été maximum, il faut le reconnaître, aux alentours des années 95, avec justement 95 millions d'habitants en plus chaque année. Mais enfin, aujourd'hui, elle est quand même extrêmement forte. Alors, au sein de cette démographie globale, bien entendu, il y a des situations particulières sur la Terre. L'Asie reste le continent géant, avec 4,5 milliards d'habitants. Il a deux géants en particulier, l'Inde et la Chine.
Vous savez que dans 5-6 ans maintenant, c'est l'Inde qui va prendre le relais du pays le plus peuplé du monde, parce que l'Asie, la Chine a baissé son taux de croissance, elle est à 0,5% de croissance, elle est même en dessous de 2 enfants par femme maintenant, et donc l'Inde, qui a une croissance démographique plus rapide, va certainement d'ailleurs, dépasser la Chine dans quelques années. L'Asie connaît aussi, avec le Bangladesh, le pays le plus peuplé du monde en termes de densité, puisque ce pays, qui est quand même un bon tiers de la France, donc c'est pas un petit État, eh bien ce pays a une densité de 1100 habitants par kilomètre carré. Pour vous donner une image, si nous avions cette densité-là en France, nous serions à 600 millions d'habitants. Je vous laisse imaginer le RER. Surtout le sud. Je ne suis pas parisien, mais je fais confiance surtout. Vous avez aussi des cas particuliers avec l'Afghanistan. Alors, il est moins peuplé l'Afghanistan, mais enfin, l'Afghanistan, vous avez 45% de la population qui a moins de 15 ans. Donc, vous imaginez ce qui veut dire dans les années à venir le nombre de gens qui vont arriver en âge d'avoir des enfants. C'est-à-dire que même si chacun en a peu, il va y avoir un moteur de croissance absolument extraordinaire. Et vous avez également dans ce pays 5,3 enfants par femme, c'est-à-dire chaque couple se transforme en 5,3 personnes, c'est-à-dire tendanciellement en une génération, on multiplie la population par 2,5. Vous savez ce que donnent les intérêts composés, ça vient vite à des choses absolument extraordinaires. Alors je n'ai pas parlé de l'Europe. Au fond, elle est dans le continent eurasiatique, et comme on dit, elle est aussi densément peuplée, elle pose aussi d'autres problèmes par la richesse économique qui fait que chacun consomme beaucoup. Je parle de l'Afrique. Alors l'Afrique n'est pas le continent le plus peuplé, bien sûr, c'est l'Asie. Et l'Afrique est quand même nettement plus peuplée, aussi bien en nombre qu'en densité que l'Amérique. Mais l'Afrique, évidemment, c'est là que se pose le problème, puisque c'est là qu'il y a le plus gros potentiel de croissance. On estime à 90% de la croissance démographique du monde au cours du XXIe siècle aura lieu en Afrique. Donc là, qu'il y a vraiment un enjeu extrêmement important. L'Afrique avait 200 millions d'habitants en 1950. Elle en a à peu près, peut-être, c'est l'ordre d'idée. Et en 2015, elle en a 1,2 milliard, c'est-à-dire qu'elle a multiplié par 6 en 65 ans, par 6. Pas qu'elle multiplie par 6 une nouvelle fois, parce que ça va à 36. En 2050, elle en aura 2,4 millions, c'est-à-dire qu'elle va doubler d'ici 2050. 2 milliards. 2 milliards, oui, pardonnez-moi. Vous avez raison. Et puis en 2100, alors 2100, c'est toujours plus incertain bien sûr, mais l'ONU prévoit qu'elle en aura un peu plus de 4 milliards. Donc une situation qui va être quand même effroyable, il ne faut pas se cacher. Vous avez des pays tout à fait avec des situations particulièrement délicates, comme le Nigeria, qui est le géant africain, qui a peut-être 190 millions d'habitants aujourd'hui, et les projections de l'ONU donnent 700 millions. Le Nigeria fait le 10e de la surface des États-Unis et il va avoir entre 2 et 3 fois la population des États-Unis. Ça ne va pas tenir. Donc très probablement que les projections de l'ONU ne seront pas tenues, mais pas pour de bonnes raisons, mais parce qu'il risque d'y avoir des drames. Pareil pour le Niger. Alors le Niger est beaucoup moins peuplé, mais le Niger, c'est le record du monde de fécondité avec 7,3 enfants par femme. Donc là, vous faites le calcul. Chaque génération, la population est tendanciellement multipliée par 3,5. Donc au bout de 3 générations, ça fait multiplier la multiplication par 30. Vous avez d'autres cas comme l'Égypte, par exemple, qui avait entre 2 et 4 millions, disons 3 millions d'habitants à l'époque de Napoléon, et qui a maintenant 100 millions d'habitants. L'Égypte, et d'ailleurs, sur sa partie habitable, parce qu'il faut compter la partie habitable, sur sa partie habitable, l'Égypte est le pays le plus peuplé du monde. Au-delà même du Bangladesh, il y a 2000 habitants par kilomètre carré. Ça se voit très bien sur les photos aériennes de nuit, où vous voyez que le delta du Nil est la très étroite bande de population autour du Nil est la région la plus brillante de la planète, la plus brillante. Et puis en Afrique, vous avez également des points particuliers en Afrique de l'Est avec l'ensemble Kenya, Tanzanie, l'Érythrée et l'Éthiopie qui commencent à devenir des géants démographiques et qui ont de fortes croissances. Vous avez également des pays plus petits, mais qui ont des densités énormes, comme le Rwanda et le Burundi. Et ceux qui ont lu Jared Diamond, avec le livre Collapse, sont au courant du fait que, très probablement, le problème de la croissance démographique au Rwanda n'a pas été pour rien dans les événements terribles qui se sont produits au cours des années 95. En ce qui concerne l'avenir, sur le moyen terme, c'est-à-dire sur 2050, on peut considérer que les projections sont fiables, je vais vous les donner tout à l'heure. Sur 2100, elles sont évidemment un petit peu moins fiables.
Mais il faut se méfier, des fois les projections sont justes. J'ai retrouvé récemment dans un magazine Science et Vie de 1958 une projection, en 58, donc on était 42 ans avant l'an 2000, qui disait en l'an 2000 nous serons 6 milliards. On a été en octobre 99, c'était quand même pas si mal que ça. Donc ne critiquons pas trop les projections. Donc les projections pour 2050, il y a des projections hautes et moyennes. Les projections de l'ONU nous donnaient, en 2008, elle nous disait qu'on serait 9 milliards 100 millions. En 2010, elle disait qu'on serait 9 milliards 3. En 2012, elle disait qu'elle serait 9 milliards 6. En 2014, qu'on serait 9 milliards 7. Et en 2016, elle dit qu'on sera 9 milliards 8. Et d'ailleurs, l'INED, est maintenant sur le même schéma. Ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, contrairement au discours qui nous est parfois donné, et c'est contradictoire, c'est curieux, quand ils donnent les chiffres, au moins les démographes montrent bien qu'ils sont parfaitement conscients qu'il y a, contrairement au discours dominant, un rehaussement permanent de la croissance de la démographie. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on serait aux alentours de 9 à 10 milliards, on pense maintenant que 10 milliards pour l'an 2100, on pense maintenant que les 10 milliards, ils seront quasiment atteints en 2050. Ça, on n'y échappera quasiment pas. Pour 2100, on peut peut-être faire quelque chose parce que, évidemment, les gens qui vont avoir des enfants d'ici 2050, ils sont largement nés ou vont naître bientôt. Et il est peu probable que les taux de fécondité diminuent sensiblement, ou sont sensiblement. Pour 2100, c'est un peu différent. Là, on peut avoir des projections différentes. Alors c'est pareil, pour 2100, la hausse a été la même. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on serait, au début de 2010, on pensait qu'on serait 10 milliards en 2100, et en 2016, on pense qu'on sera 11 milliards 200 millions, en précisant d'ailleurs qu'on n'est pas sûr du tout, et même on pense plutôt le contraire, qu'à cette époque-là, cela ne sera pas stabilisé. Alors qu'est-ce qui provoque ça? Ce qui provoque ça, c'est que le mécanisme général de transition démographique, c'est-à-dire le passage d'une haute fécondité et haute mortalité à une basse fécondité et basse mortalité, passage qui se fait avec d'abord la baisse de la mortalité et ensuite la baisse de fécondité, donc période pendant laquelle il y a une forte augmentation de la démographie, eh bien, cette période-là semble s'étendre un peu plus qu'on ne le pensait, et notamment elle s'étend en Afrique, où la baisse de la fécondité n'a pas suivi la baisse de la mortalité. En Afrique, la mortalité, qui reste notamment la mortalité infantile, sensiblement plus importante que chez nous, s'est néanmoins écroulée. Il y a eu une augmentation très forte de ce fait de l'espérance de vie, et la baisse de la fécondité ne se produit pas au même rythme et ne se produit pas assez vite. Voilà pour le panorama un peu difficile. Alors, en quoi c'est important? Beaucoup d'entre vous, sans doute, sont intéressés par l'écologie et ont sans doute eu cette remarque à la bouche. Et en tant que militant de démographie responsable, on l'a toujours. Beaucoup de gens nous disent, mais attendez, c'est bien beau ce que vous dites, mais ce qui compte, c'est pas le nombre des hommes, c'est leur mode de vie. Et d'ailleurs, et alors là, il y a le choix des exemples, un Nigérien, un Éthiopien, ils consomment 100 fois, 200 fois, alors les chiffres varient du tout, au moins qu'un Américain. L'Américain, c'est le méchant dans le scénario en général. Pour les Qataris, il est pire. Oui, les Qataris, le Qatar, c'est les Qatars, et de manière générale, les Émirats, c'est un peu spécial, c'est des petites extensions au fond de notre monde industriel. Mais disons un grand pays, les États-Unis, le Canada, l'Europe, c'est pareil, ouais. C'est pas si simple, et même ça me choque toujours un petit peu pour la raison suivante. Beaucoup de gens qui disent ça, en fait, essayent de se donner une bonne image, en disant, oui, moi, je défends les pauvres, hein, quand même. C'est les pauvres, les malheureux, et les coupables, ce sont nous les riches. C'est pas faux, hein, d'ailleurs, non plus, je ne veux pas dire le contraire. Mais que fait-on en disant cela? On oublie un phénomène de base, que si les pauvres polluent peu, c'est vrai, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et donc, par cet argument, en fait, on ne défend pas les pauvres, on défend la pauvreté. Il y a là une sorte de perversité que beaucoup des défenseurs du phénomène mode de vie, plutôt du facteur nombre des hommes, me semblent oublier souvent. Alors il y a plusieurs problématiques dans l'effet de la démographie sur le nombre des hommes, sur les menaces d'effondrement et d'atteinte à la biosphère. Il y a d'abord nourrir les hommes, il y a protéger les ressources et protéger la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des équilibres. Sur chacun de ces points, il me semble que la démographie constitue un facteur déterminant. D'abord, sur la question de la nourriture. On va gagner au cours du siècle entre 4 et 5 milliards d'habitants.
avec une menace terrible, c'est que si on a nourri beaucoup plus d'hommes que lorsqu'on avait une agriculture tout à fait bio, éco et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 1900, c'est parce qu'on a mis dans le cycle agricole le pétrole, qui est utile pour faire les engrais, qui est utile pour le machinisme, qui est utile pour le transport des denrées, puisqu'on fabrique aujourd'hui les produits agricoles là où on les consomme. Et on sait que, bien qu'il y ait eu des reports avec les pétroles de schiste notamment, on sait qu'au cours de ce siècle, la production de pétrole va s'effondrer, d'ailleurs ce qu'on appelle la déplétion. Et donc on va avoir un effet de ciseau, avec de plus en plus de personnes à nourrir, et en même temps un facteur déterminant de productivité agricole qui va s'écrouler. Autant dire qu'il y a un risque de famine non négligeable au niveau mondial. Il en est de même avec l'eau, il y en a beaucoup plus, on l'utilise aussi beaucoup plus. Vous savez qu'il y a certaines régions du monde, notamment au Sahel, notamment au Moyen-Orient, qui sont vraiment en déficit d'eau. Et l'eau pose un problème, c'est qu'elle n'est pas transférable. Vous ne pouvez pas dire à certains faites des économies et puis vous les économiserez pour l'autre. Si le Canadien ou le Suédois fait des économies d'eau, ça ne sert pas à grand chose, il a tout ce qu'il veut, et il n'en donnera pas une goutte au Sahel, c'est pas possible. Donc la question de l'eau se pose aussi, et là la question démographique est importante. On ne peut pas avoir des populations très denses dans des pays très secs. Autre facteur déterminant, les terres qui sont de plus en plus abîmées, soit par leur fertilité réduite parce qu'elles ont été trop déforestées ou trop arrosées d'engrais, soit parce qu'elles sont artificialisées. En France, alors pour cette fois-ci prendre un pays développé, en France on gagne quand même entre 200 et 250 000 habitants tous les ans. C'est-à-dire l'équivalent d'un demi-département, et grosso modo, ça veut dire bétonner, macadamiser, tout ce que vous voulez, une surface équivalente pour loger, transporter, faire vivre tous ces gens. Autre chose. Alors, il y a des solutions, bien sûr, tout le monde me dit il faut réduire les gaspillages. C'est moralement une bonne idée. C'est pas toujours faisable. D'abord, il y a les questions, là aussi, comme pour l'eau, de transférabilité. C'est-à-dire que si vous faites très attention et que vous ne jetez jamais plus un yaourt, vous ne pourrez pas de toute façon transférer votre yaourt à la personne qui a faim. Il y a également un problème où on sait que, alors, selon les estimations, 30-40% de la nourriture, notamment dans nos pays, est jetée. C'est moralement scandaleux, ça, évidemment. Mais le problème, c'est que si elle est jetée, c'est une raison économique, hein, c'est parce que globalement, ça coûte moins cher de la jeter que de prendre les mesures pour la conserver. On le fait tous, ça nous arrive aussi de jeter un produit parce qu'on en avait pris un peu trop, et ce n'était pas forcément idiot parce que retourner au supermarché nous aurait plus coûté finalement. Alors il y a une façon de réduire ça, c'est de rendre la nourriture plus écologique, mieux produite, de meilleure qualité, mais également plus chère. Et dans ce cas-là, alors effectivement, nous aurons des incitations économiques à ne pas jeter, à ne pas gaspiller. Moi j'y suis personnellement favorable. Mais il faut savoir que ça ne voudra pas dire forcément nourrir plus de gens, parce que dans ces conditions, on produira également moins. Donc la question du gaspillage est à mon avis vraiment une question d'ordre économique. Elle n'est pas si simple qu'on veut, et il ne faut pas mélanger la morale et l'efficacité économique. Il reste évidemment également l'argument de l'alimentation moins carnée, tous les écologistes vous en parlent. Personnellement, je suis très favorable si on la veut pour des raisons de souffrance animale, parce que c'est vrai que les conditions d'élevage et les conditions d'abattage sont effroyables. Maintenant, si c'est pour pouvoir nourrir toujours plus de gens, ça m'ennuie un petit peu parce que c'est rentrer dans un cycle que j'estime dangereux qui va consister à nous priver de tout, au profit de pouvoir toujours être plus nombreux. Ce que j'appelle un droit contre tous les autres. Le droit à être plus nombreux va nous pousser à renoncer à la viande, à renoncer à avoir une maison. D'ailleurs, il faut densifier les villes, habiter dans des états collectifs, la petite maison avec le petit jardin, ben, vous n'y avez plus droit parce que c'est pas écologiquement correct. À renoncer au voyage. Je ne fais pas là l'apologie de la consommation, hein, mais et je pense que voyager de temps en temps, ça peut être intéressant aussi. Eh bien, tous ces droits, petit à petit, au nom du droit du non, risquent de nous être opposés. Et ça, c'est un élément qui me semble également déterminant. Alors, il faut... 5 minutes, d'accord, ça va. Alors, il faut également préserver les ressources. Je ne vais pas trop en parler là, parce que souvent c'est évoqué dans tous les débats sur l'écologie, ça on l'a déjà vu. Personnellement, je pense que ce qu'on appelle la croissance verte relève de l'oxymore. Dit plus directement, ça relève du mensonge, ce n'est pas vraiment durable. La décroissance est peut-être probablement plutôt plus verte que la croissance.
Il y a une chose également qui est importante et où la démographie a un rôle déterminant, c'est la préservation de la nature. Alors on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il y a deux raisons pour cela. Il y a une raison d'abord, alors pardon d'évoquer ce sujet, mais moi il me tient, c'est une raison morale. L'engagement écologique, c'est aussi un respect pour la beauté du monde. Et je crois, quand on traverse la banlieue parisienne, elle n'est plus là la beauté. Elle n'est plus là la beauté, et moi j'habite à Lyon, c'est pareil, hein, je n'ai pas de préférence. Mais il y a une question, on ne préservera pas la beauté du monde dans un monde avec 11 milliards d'habitants, et on ne préservera pas ses autres habitants non plus. D'une certaine façon, la démographie va jouer un rôle important, puisqu'on peut considérer que l'empreinte écologique, elle est le résultat, c'est une tautologie, hein, pardon d'y revenir, mais de l'empreinte individuelle que multiplie le nombre des hommes. Aujourd'hui sur Terre, il y a une partie importante des hommes qui sont pauvres. C'est-à-dire que l'idée de demander à la majorité des êtres humains de faire des efforts sur le mode de vie, elle est impossible, elle est immorale, ils sont déjà pauvres. Alors on peut en demander au milliard le plus riche, j'en conviens. Mais à côté du milliard le plus riche, il y a 7 milliards de moins riches. Et on voit bien que dans ce cas-là, le seul facteur sur lequel on peut agir, alors qu'on agisse sur les gaspillages, les excès dans nos sociétés, il faut le faire. Là-dessus, pas de doute, je suis tout à fait d'accord. Mais il est incontestable que pour la partie la plus nombreuse et la plus potentiellement croissante, c'est ça qui est important, la plus potentiellement croissante de notre monde, il va falloir agir également sur la démographie. Nous ne serons pas à la fois riches et nombreux. Il faut choisir. Est-ce qu'on veut être pauvre et nombreux, ou est-ce qu'on veut pas être riche, pas, mais au moins vivre dans des conditions décentes? Moi, j'ai tendance à préférer un monde avec moins d'habitants, mais qui sera durable. Dans ce cas-là, s'il est durable, d'ailleurs, il y a peut-être plus d'êtres humains qui profiteront un jour de la Terre, qu'un monde absolument pauvre et dans le dénuement, au profit d'être toujours plus nombreux. La question du nombre des animaux pose aussi un problème. On parle souvent de sixième extinction, mais qui serait une menace. Mais ce n'est pas une menace, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y a, aujourd'hui, on voit des statistiques qui nous disent que 80-90% des animaux, ou au-delà d'une certaine taille au moins, sont soit des animaux domestiques, soit des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, la biosphère, avec tous ses équilibres, avec le rôle qu'évoquait monsieur des grands animaux pour certains mécanismes d'équilibre écologique, il est déjà par terre. Il est déjà par terre. Il y a encore quelque temps, quand je faisais des interventions, je me référais aux travaux du WWF qui nous avait dit que de 70 à il y a quelques années, on avait divisé le nombre d'animaux par 2. J'avais remarqué que dans le même temps, on avait multiplié le nombre d'animaux par 2. Depuis qu'on est allé sur la Lune, en gros. 2 fois plus d'hommes, 2 fois moins d'animaux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour un homme, en quelques années, 40 ans, c'est, pour nous c'est un peu long, mais c'est un battement de cils, hein, c'est rien 40 ans. Il y a 4 fois, depuis que j'ai vu récemment le film First Man de Neil Armstrong, depuis ce moment où ce film a été, enfin, où il a inspiré en tout cas, il y a 4 fois moins d'animaux pour un homme sur la Terre. On produit, on va encore 40 ans plus loin et on fait 16 fois moins. C'est une aberration. Le réchauffement climatique, c'est très grave. À terme, potentiellement, c'est grave. Mais les 1,2 degrés dont parlait madame tout à l'heure, les 1,2 degrés, c'est pas eux qui ont tué les animaux. C'est pas eux qui ont fait que, pour l'instant, il y avait 100 000 tigres au début du XXe siècle, en 1900, il y en a 3000 dans la nature aujourd'hui. Pour l'instant, ce qui les a tués, c'est qu'on a pris leur place. Donc vous voyez, il y a toujours ce décalage énorme entre ce dont on parle, et il faut parler du réchauffement climatique, et ce qui, contrairement, est en train d'écraser tout à fait la biosphère. Donc je veux vraiment insister là-dessus, le facteur démographique est essentiel. Juste un petit mot, 1 minute, donc pour le tabou, donc j'en ai parlé, j'ai dit que c'était très important dans les milieux écologistes, en fait dans tous les groupes humains. Les partis politiques sont natalistes, les religions sont natalistes, même parfois les décroissants sont natalistes. Les décroissants. Même parfois les décroissants.
Il y a eu quelques exceptions dans l'histoire. Les cités grecques se sont préoccupées de leur nom pour rester toujours en petit nombre. Il y a eu l'exemple de la Chine et de l'Inde qui ont mené des politiques, l'Inde avec l'échec, la Chine avec une certaine réussite. Il y a eu les écologistes français, Cousteau et, comment il s'appelle, Dumont au début, avaient vraiment abordé le sujet. Il y a eu des grands intellectuels internationaux, des grands savants internationaux, je pense à James Lovelock, l'auteur de Gaïa, je pense à Paul Ehrlich, je pense à Meadows. Il y a également des grands intellectuels, on trouve des citations antinatalistes chez Lévi-Strauss, chez Einstein, chez Bergson, chez Marguerite Yourcenar. Donc vous voyez, ça ne laisse pas entendre que les antinatalistes... Yves Cochet aussi. C'est Yves Cochet aussi, pardon. C'est pas un grand philosophe, quand même. Juste en dessous d'Einstein. C'est Yves Cochet, donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de cerveaux, pas forcément complètement stupides, qui ont pensé que ça posait problème. Et dans les hommes politiques, alors il y a Yves Cochet, il y a Antoine Wechter également qui évoque la question. Et vous aviez eu deux déclarations de deux hommes politiques, alors également plus d'envergure, même qui sont Nicolas Sarkozy qui a proposé qu'on fasse des COP sur la démographie, et plus récemment Emmanuel Macron qui, lorsqu'il est allé 2 fois en Afrique, a évoqué la question. Les raisons de ce tabou, elles sont nombreuses. C'est un sujet intime, on ne veut pas toucher à nos affaires, à nos choses qui nous étaient plus chères. Il y a l'amour des enfants. Il y a l'idée que si on parle de ça, on a l'impression de s'attaquer aux plus pauvres, voire s'attaquer à l'Afrique, avec tout ce que ça suppose de soupçons. Et puis il y a une sorte de séduction intellectuelle. Si je vous dis que c'est compliqué, il y a des tas de facteurs qui s'entremêlent, je vais passer pour quelqu'un de brillant qui a beaucoup étudié la question. Si je vous dis non, c'est le facteur déterminant, je vais passer pour quelqu'un de simpliste. Je l'assume quand même. Voilà. Voilà, on ne va pas aborder que faire, il y aura peut-être des questions, mais merci de votre attention.